Retour donc sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Maître Augustin Ngefak, avocat au barreau du Cameroun, Albert Atol Aïssi, journaliste, Guy Hervé Fongan, journaliste également, et Florent Couteau, voilà, du PCRN, enseignant-chercheur. Je commence avec vous, Maître Augustin Ngefak. On a dans le journal reparcouru cette correspondance adressée par Amadou Vamoulke au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il y a dans cette correspondance une phrase qui ne peut pas paraître banale. Je voudrais partager avec vous cette phrase, Maître Ngefak. Vous m'avez donc déclaré la guerre, dit Amadou Vamoulke dans cette lettre ouverte au ministre de la Justice. Ainsi soit-il, mais je serais étonné que dans ce département du Mayo-Danaï, dont je suis originaire, quelqu'un ne vous rappelle pas un jour, de manière appropriée et je l'espère proportionnée, que vous avez outrepassé votre pouvoir en dépassant toutes les bornes de l'inhumanité. Serge Alain, je vous ai dit tout à l'heure que le cri de M. Vamoulke, c'est le cri d'un homme révolté. Nous ne sommes plus au niveau de la révolte, nous ne sommes plus au niveau de ce simple geste spontané. C'est un acte construit, il est révolutionnaire. Le fait de rappeler ses origines, Maître Ngefak. Mais là, c'est une figure de style pour indiquer les techniques de riposte. C'est-à-dire que par tous les moyens, il obtiendra réparation. C'est pourquoi l'autre a déclaré la guerre et que lui, il est prêt. Il dit ça va aller de génération en génération. Et puis, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter dans un pays comme le nôtre, dans une république qui est en parfaite construction, malgré ses balbutiements. Il faut que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, sortent un peu de l'arrogance, sortent un peu du sommeil, pour appliquer le minimum de textes de loi qui est mis à notre disposition afin que ceux qui sont injustement embastillés recouvrent leur liberté. C'est de cela qu'il s'agit. Pour sortir de cette question, Florent Couteau, en rapport avec cette correspondance d'Amadou Vamoulke, quelles sont finalement les leçons qu'il faut tirer, peut-être pour notre justice aujourd'hui, au regard de cette interpellation que fait l'ancien directeur général de la CRTV? Alors, les leçons à tirer, premièrement, la justice de notre pays doit retrouver son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et surtout des barons, des hommes forts qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur certains citoyens. Je pense que nous avons la solution pour l'indépendance de la justice de notre pays, et la solution c'est celle que propose l'honorable Cabral Libye, qui veut, n'est-ce pas, que cette justice devienne véritablement indépendante et que les magistrats soient effectivement impartiels et puis pour que plus jamais un homme, soi-disant haute personnalité, soi-disant cacique du régime, ne puisse plus prendre en otage à lui seul la justice de notre pays. Guerre Fongan, selon des indiscrétions, Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la CRTV, qui est donc détenu depuis le 29 juillet 2016, souffrirait de neuropathie qualifiée de sévère, qui justifierait, selon des médecins, une évacuation sanitaire. Il faut peut-être espérer que ce cri de cœur soit entendu et qu'il puisse bénéficier de quelques facilités par rapport à son état de santé, par exemple. Mais je pense que quand vous lisez de manière sereine et lucide le courrier, la correspondance d'Amadou Vamoulke, vous n'avez pas l'impression de quelqu'un qui espère, qui attend encore grand-chose. Il a 71 ans, il a passé 5 ans en prison. Il est originaire d'une région qui ont la réputation d'être des gens intègres et sobres. Ils ne sont pas friands avec les choses matérielles. Et j'aurais été très inquiet si je ne connaissais pas un peu
l'écosystème politique de l'extrême nord dont il est originaire. Parce que quand vous prenez l'avant-dernier paragraphe, au-delà du fait que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui... une sorte de victime résignée qui parle, mais il annonce le lendemain. Le lendemain, qu'on peut dire qu'après lui, il risque d'avoir une réponse. Et je suis très inquiet. Et c'est à prendre très au sérieux, parce que quand il dit vous m'avez déclaré la guerre, et moi, originaire du maillot d'Anaï, je ne serais pas surpris qu'un demain, quelqu'un vous réponde de manière appropriée. Ça veut dire, voilà. Donc, ça veut dire que c'est, contrairement à ce que Maître semblait dire que c'est une figure de style, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes et analyser ça avec beaucoup de profondeur. Donc, je disais que quand j'ai la prétention de connaître quelques-uns des élus de ce coin-là. Je pense j'en parlais en début d'émission, honorable Mariam Gouni, le maire de Goulfé, l'honorable Salmana Amadou. Je veux dire que c'est des gens plutôt au tempérament. Des gens qui sont déjà en ordre. C'est les élus de l'extrême nord. Donc c'est les élus de l'extrême nord qui, à mon sens, sont plutôt des gens au tempérament pas fougueux, de plutôt serein. Donc je suis serein parce que je les connais un peu, je connais leur tempérament, et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de s'alarmer. Mais quoi qu'on dise, parce que quand vous parlez de la lutte qui va se poursuivre et vous donnez les noms, on a le sentiment qui sont en ordre. Non, ce sera un nouvel procès. Je dis heureusement que je connais quelques-uns des élus de l'extrême nord qui ont plutôt un tempérament rassembleur, qui sont pas fougueux et qui sont plutôt fédérateurs autour d'eux. Donc c'est ça moi qui me rassure. Si je ne les connaissais pas, je pouvais, à la lecture de l'avant-dernier paragraphe du courrier de Amadou Vanoul, avoir quelques frayeurs sur l'avenir, sur le lendemain. Comme je connais quand même quelques-uns, je peux être serein parce que je pense qu'ils vont essayer de temporiser. Je pense que le jeu sera temporisé, que il y a des raisons qu'on n'ait pas mis de long couteau. Parce que quand il faut lire de manière très froide, c'est ce qu'il veut dire à l'avant-dernier paragraphe. Et quand je lis, j'ai pas l'impression qu'il attend encore quoi que ce soit. Parce qu'il a l'impression d'avoir épuisé toutes ses cartes. Ça fait 5 ans qu'il est resté silencieux. Aujourd'hui, il décide de parler. Il est là depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Et s'il y a une chose à laquelle il faut vraiment s'appesantir, à mon sens, c'est sûr. Et peut-être que l'humanisme qu'on espère de notre justice, c'est que, évidemment, qu'on lui laisse la possibilité d'aller se soigner et de pouvoir partir dignement, quoi qu'on dise. On espère. Il y a aussi des chrétiens dans l'extrême nord. Il y a beaucoup de chrétiens là-bas. On est en plein semaine sainte. La Pâque, c'est dans quelques jours. Et puis, il pourrait, ces gens-là, avoir un sursaut d'humanité, et pourquoi pas permettre à ce digne fils de l'extrême nord d'aller se soigner et au moins de se reposer pour les services qu'il a rendus à la nation. Oui, s'il te plaît, Guy Hervé, oui. Je voudrais seulement ajouter que méfions-nous du fleuve qui dort. C'est tout. Mais c'est pas bien compris. Je dis bien, lui dit qu'il connaît une population qui dort. Je lui dis, méfions-nous du fleuve qui dort. Je confesse n'avoir rien compris de ce que vous voulez, ce que vous essayez de dire. On reviendra. Ah ben attends, là ici, tout n'est pas perdu pour l'ex-directeur général de la CRTV. Oui, écoutez, permettez-moi tout à l'heure, Maître Ngefam a traité, a qualifié mes propos de chauviniste. Je ne suis pas chauvin, maître. À rebours, j'ai insisté. Non, je ne suis pas chauvin. Je ne suis pas du tout chauvin. Il n'y a aucune honte à être chauvin, au contraire. Au contraire. Je ne suis pas chauvin. Au contraire. Pas chauvin. Moi, je suis chauvin, je l'assume. Je ne suis pas chauvin. Il n'y a aucune honte à l'être. Moi, je ne suis pas chauvin. Je suis en train de dire que, parce que vous avez convoqué le fait que le Cameroun ait ratifié les traités et les conventions internationales, et de ce fait, et la société allait respecter, je vous le conseille. Mais par contre, vous avez ces individus qui ont ratifié les conventions et les traités internationaux qui ne respectent pas du tout. Je peux vous citer plusieurs exemples. Sur le continent africain, parce que j'aime beaucoup plus parler du continent africain. Comment pouvons-nous copier un mauvais exemple? Non, je dois pouvoir le dire. Ou bien promouvoir un mauvais exemple. Ces mauvais exemples, ce sont les mauvais exemples qui doivent édifier. Il ne faut pas qu'on pense que ce que les autres, si le Cameroun fait ici, c'est pas bon. C'est la même situation qui se prévoit ailleurs. Parce que le fond du problème, enfin, ce qu'on devrait pouvoir retenir par rapport à la thématique qui a été mise en débat, c'est le mauvais fonctionnement de notre système judiciaire. C'est ça le fond du débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas Bamouké qui est mis sur la table, mais il y a des Bamouké anonymes qui sont en détention préventive pour des cas de délits communs et qui ne sont pas jugés
mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas justement la possibilité d'avoir, je vais dire, un roulet ou avoir une plume pour écrire. C'est de ça qu'il s'agit également. Parce qu'aujourd'hui, vous avez heureusement convoqué cet élément. Nous sommes tous des justiciables. Demain, il y a d'autres anonymes qui s'appellent, d'autres anonymes qui vivent la même situation. Il peut arriver que ce soit votre cas demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une refondation du système judiciaire. C'est important. Maintenant, je voudrais également, autant, il y a en le temps, on dit Duralex, Serlex, mais en même temps, il faut quand même également convoquer un élément historique que Maître connaît. Ça dit qu'à un moment donné, après justement cette vulgarisation, n'est-ce pas, du nouveau code de procédure pénale, le gouvernement s'était engagé, ça il faut le dire, s'était engagé à l'humanisation des conditions de détention. Ça il faut le dire. Et justement, la trame de fond de ce nouveau code de procédure pénale que je convoque, c'était de régler ce problème. D'abord au niveau des conditions de détention, au niveau de la surpopulation carcérale et en plus au niveau de l'accélération des procédures judiciaires, parce que c'est également ça le fond du problème. Et je voudrais rappeler que cette question de l'humanisation des prisons et de l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral, c'est une question qui préoccupe également nos partenaires internationaux, parce que je dois rappeler que l'Union européenne, à travers le FED, par exemple, finance un certain nombre d'activités ou apporte du soutien pour que cette humanisation soit effective. Je voulais dire pour que vous puissiez prendre en compte effectivement le fait que on ne doit pas vivre en autarcie, on doit bien être en contact avec les autres et entre autres. Permettez que je lui réponde en une seconde, s'il vous plaît. Anatole, je dis ceci, c'est simple. Faisons simple pour que ce soit compris. Vous décrivez la lenteur judiciaire. Vous décrivez l'inapplication du peu de textes que nous avons sur le plan national. Mais nous avons ratifié des conventions qui disent que si l'État camerounais, si les petits individus au Cameroun qui doivent gérer la loi, ils sont lents, ils sont arrogants, ils sont prétentieux, ils ne font rien. Et que ceux qui sont à l'international, à qui nous avons dit surveiller aussi, ils constatent et ils sanctionnent. Pourquoi vous dites que vous ne voulez pas que les décisions venues de l'extérieur, que nous avons acceptées, gère ou bien régule ces insuffisances, c'est-à-dire combattre cette lenteur judiciaire? C'est de cela que nous parlons. Oui, c'est pourquoi je dis que vous êtes un chauvin à rebours, parce que vous dites, vous repoussez totalement les décisions qui viennent de l'extérieur. Mais encore que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc c'est comme quand on peut expliquer ça de manière très simple. Si je vous prends le cas des gilets jaunes en l'école primaire, vous allez peut-être me dire que c'est... Moi j'aime parler de mon pays. J'aime parler de mon pays. Je parle de ce que alors je voudrais qu'on avance. Abel, vous avez la parole, vous la gardez sur la situation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, définitivement libre de ses mouvements avec son compatriote Charles Blé Goudé. La décision a été rendue ce mercredi 31 mars 2021. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Personnellement, et là je dis bien personnellement, je ne suis pas surpris de cet acquittement. Dans d'autres plateaux, j'ai eu à qualifier cette affaire-là de procès de Kafka à l'époque, parce que rapidement, je voudrais convoquer des éléments historiques, à savoir qu'il y a eu des événements après la présidentielle de 2011 en Côte d'Ivoire. Vous avez eu des acteurs endogènes et étrangers à la Côte d'Ivoire qui ont commis des morts, qui ont été à l'origine des morts, des milliers de morts de ce côté-là. Le bilan officiel parle de 3000 personnes tuées. Ça, ce sont les chiffres. Mais il y en a eu plus. Crise post-électorale. Il y en a eu plus. Ça, ce sont les chiffres de Paris. Ce sont les chiffres de Sarkozy, de Sarkozy. Mais il y en a eu plus. Donc, je pense que... et vous avez donc plusieurs acteurs. Et celui qui était en première ligne, c'était M. Sarkozy. Il n'était pas présent à la CPI. En deuxième ligne, M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas en première ligne. On a donc pris deux individus, deux protagonistes qui étaient du même bord, c'est-à-dire M. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pour les amener, pour les déporter, c'est le terme qu'il faut utiliser, pour les déporter à la CPI, pour être jugés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moi, je pense que c'était une parodie judiciaire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et je pense que de manière radicale, les pays des États africains qui ont ratifié le traité de Rome doivent sortir de cette affaire-là.
Guerre Fangan, ça vous inspire quoi ça vous inspire quel commentaire, cette décision définitive d'acquittement de Laurent Gbagbo? Aujourd'hui, c'est la fin d'un rodéo judiciaire qui a duré pratiquement 10 ans, avec 8 ans de détention pour l'ex-président Gbagbo. On peut dire que c'est que happy end. Moi, je dirais pas happy end. C'est une décision qui me désole et qui m'attriste davantage. Parce que la vérité, voilà, 10 ans de perdu pour rien. Pour rien parce que, vous savez, la guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux. Il faut être deux. Et c'est la justice des vainqueurs. On a un président qui a été dramatiquement élu, qui s'appelle Alassane. Donc on parle de 3000 morts de tués. Je suis quand même embêté de savoir que 10 ans plus tard, qu'il y a un seul camp qui a été jugé. Je trouve ça quand même surréaliste. Et ça démontre à la face du monde le côté partisan de la CPI, et ça n'honore pas l'Afrique, ça n'honore pas le reste du monde. Parce qu'on aurait dû, si on parle de guerre, ça veut dire que c'est comme l'amour, il faut être deux. Le fait d'avoir juste un seul camp, je trouve ça totalement, qu'il y a un goût d'inachevé dans cette sentence-là. Et j'espère que après cet acquittement, le camp d'en face sera convoqué pour répondre aussi de ce qui s'est passé. En moins, ce qu'on voulait nous faire croire que durant 10 ans, les supposés 3000 morts ont été du fait de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Là, c'est le premier enseignement. Donc, j'espère qu'il y aura une suite de cette affaire, il y aura un follow-up, et que l'autre camp sera aussi interpellé pour donner sa version des faits et témoigner à la barre. Donc, en fait, pour vous, la page... non, il faut qu'il y ait une justice qui soit rendue de manière correcte dans cette affaire. Et vous savez, la nature a des fois une manière de régler certaines choses. Donc, on ne va pas revenir sur ceux qui sont morts. Bref, disons qu'ils sont morts. On m'a dit père à leur âme, tous les précédents premiers ministres qui aussi n'étaient pas nés dans l'affaire. Par respect pour ceux-là qui sont morts, on n'en dira pas plus. Le deuxième enseignement que ça m'inspire, je veux dire que moi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, cet acquittement pour moi arrive très tard. C'est arrivé tard, j'ai l'impression qu'ils ont tout manœuvré. Pourquoi cet acquittement arrive après l'élection présidentielle? Ça aurait dû se faire avant l'élection qui a eu lieu il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait un jeu électoral plus dynamique et plus animé. Donc ils ont tout manœuvré, ils ont tout fait de renvoi à renvoi pour que l'acquittement intervienne après l'élection présidentielle. Moi, ce qui me désole un peu dans cette affaire. Les Africains n'ont pas oublié, en 2011, la manière cavalière et sauvage et brutale avec laquelle Gbagbo avait été arrêté en petite tenue. Tout le monde entier a vu cette image en petite tenue, et quand cette image avait traumatisé, avec sa femme, avec sa femme, avec traumatisé beaucoup d'Africains, et que quelqu'un est allé dans un hôtel du Golfe prêter serment, etc. On a vu un président du conseil proclamer deux résultats différents, la même personne. On n'a pas oublié cette affaire. Les Africains qui ont la mémoire vivent, se souviennent encore de tout ça. Et la dernière chose que ça m'inspire, moi je suis de ceux qui ont rêvé en Côte d'Ivoire. Certains diront qu'ils sont des hommes du passé. Je suis de ceux qui ont rêvé de voir la récente élection présidentielle qui est passée, de voir sur le champ de bataille politique Charles Blé Goudé, Bakayoko qui est parti, et le troisième qui est en exil, Guillaume Soro. Je suis les Africains qui ont rêvé de voir ceux-là, qui sont tous des gars de la FECI, de voir une élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui oppose Guillaume Soro, Blé Goudé et Bakayoko. Ça aurait permis à l'Afrique d'avoir une véritable leçon de démocratie. On aurait vu des choses différentes, et on aura appris beaucoup de choses. Je continue de caresser l'espoir de voir une élection présidentielle comme celle-là, où on aura des acteurs comme cela monter devant la scène et servi de leçon. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire parlera à l'Afrique et au monde entier. Florent Coutou, votre lecture de cette décision qui vient d'être rendue par la Chambre d'appel de la CPI au sujet de Gbagbo et Blé Goudé? Alors, Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Mais est-ce à dire que les morts sont ressuscités en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Est-ce à dire, moi je me pose la question de savoir si Gbagbo n'est pas coupable, et ainsi que Blé Goudé, qui est donc responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 et en 2011?
Il y a un problème. Et quand on connaît un peu les rapports incestueux qui existent entre... Donc pour vous, s'ils ne sont pas coupables, il faut retrouver... Il faut trouver le coupable. Absolument, absolument. Et je rejoins Guy Hervé qui dit que cette affaire ne doit pas s'arrêter là. Non, cette affaire ne doit pas s'arrêter là. On doit pouvoir identifier qui a fait quoi en Côte d'Ivoire pendant la crise électorale en 2010. Alors, et lorsqu'on connaît quand même les rapports incestueux qui existent entre l'ex-procureur de la CPI et le pouvoir de la Côte d'Ivoire, on peut bien suspecter un acharnement sur la personne, le leader qu'est Laurent Gbagbo, et surtout ces manœuvres qui étaient destinées à l'éloigner du champ politique et pour pouvoir l'empêcher de compétir pendant les deux, n'est-ce pas, les deux échéances électorales, notamment en 2015 et en 2020 récemment, en 2021 récemment. Donc, il y a lieu quand même d'indiquer ici que ça a été un procès politique, tout comme l'instance, la CPI est une organisation politique. Donc vous pensez que les mouvements survenus au niveau de la CPI ont peut-être été à l'origine de ce dénouement différent de ce qu'on a eu il y a quelque temps? Absolument, absolument. Et je pense que c'est aujourd'hui, la CPI démontre aux yeux de l'humanité, n'est-ce pas, qu'elle est tout simplement un machin, pour parler comme le général de Gaulle, et que les pays qui ont refusé de ratifier, n'est-ce pas, le traité, ont tout simplement compris que ça ne sert à rien. Mais sauf qu'en Afrique, puisqu'on parlait du cas de Vamulke, nos systèmes judiciaires étant ce qu'ils sont, étant à la merci de certaines personnes, on peut quand même être dans le dilemme d'exclure, n'est-ce pas, toute intervention internationale, au risque quand même de subir l'injustice qui vient de l'intérieur, du fait, n'est-ce pas, de certaines personnes qui se croient avoir le droit. Alors, Maître Augustin Gueffac, on a observé tout à l'heure que vous avez porté des récriminations sur la justice camerounaise. Maintenant, on voit avec la CPI aussi que c'est pas tout beau, tout net là-bas. Finalement, la perfection n'est pas de ce monde. Peut-être une France pour relancer, mais dans le même ordre d'idée. Quand quelqu'un est acquitté 10 ans plus tard, quels sont les mécanismes juridiques des dédommagements? Comment on fait après? Qu'est-ce qui est prévu comme mécanisme pour qu'on dédommage un gars qu'on a acquitté 10 ans plus tard? Bon, moi, je vais plutôt répondre à travers des questions. Figurons-nous que ce procès avait été en son temps engagé plus tôt pour respecter dans la logique de ceux qui sont contre la CPI. Si ce procès se déroulait sur le sol ivoirien, imaginez le sort de Charles Blé Goudé, le sort de Laurent Gbagbo. Les têtes seraient coupées. C'est le cas actuellement. Puisqu'ils sont déjà condamnés, comme ça ne suffisait pas la CPI, ils sont condamnés par contumace pour d'autres faits qui sont contestables. Prima facie, ça c'est la vue de face. Au fond, pour moi, la CPI, c'est un instrument du néocolonialisme. C'est un instrument du néocolonialisme. C'est-à-dire pour coloniser davantage, et sur le plan judiciaire, on vous crée une infraction qui n'existe pas, on vous délocalise, on installe où on veut, on monte un procès fictif, et après le temps convenu, on vous déclare non coupable pour réaliser les objectifs qu'on s'était au préalable fixés. Donc, qu'on soit... Mais quand vous dites que c'est un instrument du néocolonialisme, il faut peut-être aller un peu plus loin parce que dans ce procès, on a beaucoup parlé de Fatou Bensouda. Non. Fatou Bensouda, naturellement, elle devrait intervenir dans la chaîne. Voyez un peu le procès de Jésus. Qui sont ceux qui l'ont arrêté, qui sont ceux qui l'ont
qui l'ont conduit à l'échafaud, ce sont les siens. C'est ce que marche avec lui tous les jours. Bien sûr. C'est de cela qu'il est question. Mais qui sont les donneurs d'ordre? C'est ceux-là qui se lavaient les mains. Et ça veut dire qu'au-delà de la criminalisation de l'Occident dans cette affaire, nous devons interroger notre propre responsabilité dans ce que nous faisons dans nos États. En premier lieu. Mais quand on vous acquitte 10 ans plus tard, comment on répare le préjudice? Bon, relisez les mécanismes d'indemnisation. Qu'est-ce qui est prévu? Vous verrez. Est-ce que les lois ivoiriennes autorisent que dans ces situations, les prévenus qui deviendront les victimes aujourd'hui auront droit à une indemnisation? Comme au Cameroun, il y a une loi qui est intervenue pour dire si jamais vous êtes illégalement détenu, illégalement condamné, emprisonné, à la fin, lorsque la décision sera définitive, vous saisirez la commission qui est à la Cour suprême pour vous faire indemniser. La loi existe au Cameroun, je crois que c'est depuis 2018 ou bien 2015. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Bon, en Côte d'Ivoire, il doit exister un mécanisme pareil. Donc je ne veux pas rentrer, c'est que nous sommes sur l'apport de la CPI justement dans le fonctionnement de l'État ivoirien. La CPI qui l'a quitté, voilà. Justement, c'est pas la Côte d'Ivoire. J'ai dit la CPI participe au traumatisme de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et je justifie. Voilà. Peut-être pour sortir de cette question, Albert Atola ici, il y a eu une décision qui a été rendue. C'est vrai qu'ils ont été condamnés en Côte d'Ivoire. L'avenir politique de ces deux hommes. Oui, vous savez, il y a un qui est encore plus jeune, l'autre qui n'a plus vraiment de l'âge. Maintenant, est-ce que par souci d'orgueil, au regard de la popularité qui est la sienne désormais, parce qu'il faut quand même le dire, quoi qu'on M. Laurent Gbagbo, c'est devenu désormais un monument à la fois politique, historique, du côté pas seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui ont exprimé leur justement besoin de sa libération, ou bien ont souhaité qu'il soit libéré, ont manifesté, se sont exprimés là-dessus son camp. Donc je crois que est-ce qu'il va faire comme Mandela, c'est-à-dire après sa sortie de prison en 90, il a brigué un mandat, puis il a démissionné. Est-ce qu'il en a encore justement les capacités de le faire? Je pense qu'il peut peut-être le faire par souci de regret, parce qu'il faut quand même le dire. Si, tout à l'heure aussi, Guy l'indiquait fort opportunément, à savoir que justement il a été mis à l'écart, parce que si non, c'est lui, c'est M. Koutou qui le disait, si Laurent Gbagbo était parti en Côte d'Ivoire pendant la présidentielle ou bien pendant l'élection présidentielle, ça allait bouleverser toutes les cartes. Et je pense qu'aujourd'hui, rien que son retour qui est annoncé, ça pose notre problème. Parce que est-ce que le régime d'Abidjan va prendre le risque de demander à sa justice, n'est-ce pas, d'interpeller ces deux personnages, parce qu'il faut qu'on le dise qu'ils ont été condamnés à 20 ans par contumace à 20 ans de prison de ce côté-là. Est-ce que le régime... Mais on a eu quand même le sentiment à un moment donné qu'il y avait comme des mesures d'assouplissement vis-à-vis de ces deux personnalités. On se souvient comme l'histoire du passeport, entre autres, qui permet... Là, nous sommes sur le terrain politique. Pour qu'il n'y ait pas... C'est un procès qui est évidemment politique. Non, c'est pas un procès. Lorsque nous sommes sur le terrain politique, nous sommes dans la symbolique, c'est-à-dire pour que le régime d'Abidjan ne soit pas accusé justement d'être un mauvais joueur. Il était dans l'obligation, sous pression, il faut le préciser, de donner les différents par rapport à ses compatriotes. Bon, maintenant, on va attendre sur le plan judiciaire du côté d'Abidjan pour voir comment ils seront acquis, s'ils ne seront pas acquis de la passerelle par une escouade de policiers et de gendarmes. Maintenant, vous avez donc l'autre acteur qui est plus jeune, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, dont je pense qu'il a encore de l'avenir politique devant lui. Je crois que, n'est-ce pas, la grande faucheuse qui se balade en Côte d'Ivoire ne va pas les faucher entre-temps. On va s'arrêter là pour ce soir. Guy Fongan, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose avant. Non, je voulais simplement dire qu'il faut que les gens se souviennent que quand Henri Konan Bédié est au pouvoir, c'est lui qui invente le concept d'ivoirité pour exclure Ouattara du jeu électoral, et c'est que c'est Gbagbo qui réintègre Ouattara dans le jeu électoral, qui le fait participer à la dynamique électorale en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Et donc, il serait injuste et cruel aujourd'hui que Gbagbo soit condamné à l'exil parce que Ouattara ne veut pas qu'il y ait de véritables concurrents. Mais je pense que, pour ma part,
aujourd'hui, avec le pardon que Guillaume Soro a formulé vis-à-vis de Gbagbo, Gbagbo sera un faiseur de roi en Côte d'Ivoire et l'avenir politique va se décider vraiment autour de lui. Il sera un maillon essentiel de la Côte d'Ivoire de demain. Et moi, je pense qu'il va construire, il devra faire preuve de hauteur et être le faiseur de roi qui va construire la Côte d'Ivoire de demain. Juste un Monsieur, on va s'arrêter là. Un dernier mot, en une seconde, justement par rapport à l'avenir politique de Laurent Gbagbo. Alors, c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur et de la dignité, et je pense qu'il va passer le témoin à Charles Blé Goudé pour matérialiser effectivement, n'est-ce pas, cette transition générationnelle qui n'est que qui en réalité dans notre pays fait défaut, quoi. Absolument. Vous avez compris ce qu'il voulait dire, Maître Ngefak. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment, Florent Coutou, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes militant du PCRN. Merci également à vous, Maître Augustin Ngefak, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Albert Natola ici, vous êtes journaliste. Gervais Fongan, vous êtes journaliste. Merci, monsieur, d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous. Juste derrière cette émission d'Equinox ce soir, dans quelques secondes, de retrouver sur nos antennes la diffusion du procès, en tout cas de l'audience qui s'est tenue aujourd'hui, et surtout cette décision prise par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rendant cette décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Merci, madame, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.